Je suis là, ce matin, en train de regarder quelque chose qui me laisse sans voix. Et pourtant, j'en ai vu passer des choses depuis que je couvre l'actualité américaine. Mais là c'est différent. Parce que pendant que le monde entier retient son souffle face à une guerre qui n'est pas terminée, malgré ce qu'on veut bien vous faire croire, le président des États-Unis, lui, était éveillé à minuit. Et il postait des photos de lui-même en bébé. Arrêtez-vous une seconde. Un homme qui tient les codes nucléaires d'une des puissances militaires les plus redoutables de la planète, un homme engagé dans un conflit avec l'Iran, un conflit qui a déjà coûté des dizaines de milliers de vies selon les chiffres qui commencent à filtrer, cet homme-là passe sa nuit à publier des messages incohérents sur les réseaux sociaux, à attaquer l'OTAN à minuit passé, à tweeter sur une procédure de destitution datant de 2019, et à affirmer que le soda light guérit le cancer parce que, je cite, « ça tue l'herbe ». Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une caricature. C'est ce qui s'est passé la nuit dernière. Et ce matin, 50 représentants démocrates ont déposé un projet de loi au Congrès. Un projet de loi pour créer une commission chargée d'évaluer l'aptitude cognitive et physique de Donald Trump à exercer la présidence. Le 25e amendement est officiellement sur la table. Pas dans les conversations de couloir, au Congrès, par écrit. Voilà ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que ce que vous allez entendre, ce que les médias mainstream n'ont pas encore relié correctement dans un seul fil narratif, ça va vous faire voir cette situation sous un angle complètement différent. Si vous regardez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que dans les semaines qui viennent, les décisions qui vont être prises à Washington vont toucher directement votre quotidien, vos prix à la pompe, votre épargne, et peut-être bien la stabilité géopolitique que vous avez connue jusqu'ici. On commence. Posons d'abord le contexte, parce qu'il y a des gens qui arrivent sur cette chaîne sans avoir suivi les dernières semaines. Voici la situation telle qu'elle se présente ce matin. Les États-Unis sont engagés dans un conflit armé avec l'Iran, un conflit que l'administration Trump qualifie de guerre gagnée, mais qui, selon les rapports de terrain, est loin d'être terminé. Un cessez-le-feu très fragile tient à un fil. Et de l'autre côté, l'Iran mène une guerre informationnelle agressive sur les réseaux sociaux, en ciblant directement la santé mentale et l'image de Trump. Il publie des vidéos qui reprennent ses propres images, notamment une image que Trump lui-même a postée le représentant en Jésus, et ils le mettent en scène comme l'antéchrist. Il nargue l'Amérique sur les plateformes. Il demande, publiquement et via les comptes officiels d'ambassade relayés sur les réseaux, quand le 25e amendement sera invoqué. Et Trump, au lieu d'ignorer ces provocations, y répond. La nuit, seul, en rafale. C'est ça, le contexte. C'est dans cet environnement qu'on doit lire chacune des 3 informations que je vais vous présenter aujourd'hui. Maintenant, regardons les données brutes. Depuis le 2 mars, Donald Trump a déclaré pas moins de 11 fois, selon la compilation établie par Ron Filipkowski, que l'Iran voulait absolument conclure un accord. 11 fois entre mars et le 14 avril. Le 2 mars, ils veulent absolument un accord. Le 16 mars, ils veulent absolument un accord. Le 24, le 25, le 1er, le 13, le 14 avril. Ils veulent absolument conclure un accord. Et pendant ce même temps, à minuit, il publie que l'Iran va se retrouver à court de pétrole à cause du blocus américain, que l'économie iranienne va s'effondrer. Concrètement, dans la même journée, il dit qu'ils veulent la paix et il annonce qu'il les étrangle économiquement. Ce sont 2 messages incompatibles. Et cette contradiction-là, elle a un coût réel. Annonce numéro 1. Les tweets de minuit. Voici ce que Donald Trump a publié la nuit dernière, pendant que le reste du monde dormait. Minuit, heure de Washington. Premier message. L'OTAN n'était pas là pour nous. Elle ne le sera pas. Elle ne sera pas là pour nous à l'avenir. Pas de contexte, pas d'explication. Une attaque frontale contre l'Alliance Atlantique, publiée au beau milieu de la nuit, alors que les États-Unis sont engagés dans un conflit au Moyen-Orient. Deuxième message, quelques minutes plus tard, quelqu'un pourrait-il dire au pape Léon que l'Iran a tué au moins 42 000 manifestants innocents et totalement désarmés au cours des 2 derniers mois, et que le fait que l'Iran possède une bombe nucléaire est absolument inacceptable. Merci de votre attention à cette question. L'Amérique est de retour. 3 points d'exclamation. Signé Donald J. Trump. Troisième message, une publication sur Alan Dershowitz, les annulations de procédures de destitution datant de 2019 et des accusations contre un juge fédéral. Quatrième message, l'Iran pourrait se retrouver à court de pétrole à cause du blocus imposé par Trump. Relisez ça. Parce que pendant qu'il répète publiquement depuis des semaines que l'Iran veut absolument un accord, il publie à minuit qu'il va les priver de pétrole pour affamer leur économie. Ces 2 narratifs ne peuvent pas coexister. L'un détruit l'autre. Et ça ne passe pas inaperçu de l'autre côté. Les comptes iraniens sur les réseaux, relayés selon des observateurs spécialisés par des structures liées aux ambassades, ont passé la nuit à documenter ces messages, à les amplifier, à les moquer, et à répéter quand est-ce que le 25e amendement sera invoqué. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour vous?
Quand la crédibilité d'un chef d'État se fissure en direct, en pleine négociation de cessez-le-feu, ça ne reste pas abstrait. Les marchés lisent ces signaux, les alliés aussi. Chaque publication nocturne incohérente augmente l'incertitude stratégique. Et l'incertitude stratégique se paie, toujours, tôt ou tard, dans le coût de l'énergie, dans la volatilité des marchés financiers, dans les décisions d'investissement des grandes entreprises. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la mécanique économique. Annonce numéro 2. Le projet de loi sur le 25e amendement. Ce matin, donc, 50 représentants démocrates ont déposé officiellement un texte législatif. Son titre exact, Loi portant création de la commission sur l'aptitude du président à exercer les pouvoirs et les fonctions de sa charge. Ce n'est pas la première fois que ce sujet revient, mais là c'est différent. Pourquoi ? Parce que le texte est formel, déposé en bonne et due forme, il cite explicitement l'article 4 du 25e amendement et il dresse une liste précise des motifs pouvant entraîner une déclaration d'inaptitude. Maladie physique, maladie mentale, consommation de substances ou toute autre condition empêchant l'exercice des fonctions. La représentante Stanbury, qui a co-présenté le texte avec le représentant Racine, a déclaré explicitement vouloir une commission bipartite. Bipartite. Ça veut dire qu'elle cherche des républicains pour la rejoindre. Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que dans le même temps, on apprend via le docteur Oz, qui est un proche de Trump, rappelons-le, que Donald Trump affirme régulièrement que le soda light est bon pour la santé parce que, selon ses propres termes, ça tue l'herbe, donc ça doit tuer le cancer à l'intérieur du corps. Cette information est sortie lors d'un podcast de Don Jr. Le docteur Oz était présent, il a confirmé. Il a même ajouté qu'à bord d'Air Force One, Trump lui avait présenté une canette de Fanta en lui affirmant que c'est du jus fraîchement pressé. Attendez, cet homme tient les codes nucléaires, il conduit une guerre au Moyen-Orient. Et il croit que le soda en canette guérit le cancer parce que ça détruit l'herbe. Je ne dis pas ça pour faire rire, je dis ça parce que c'est le président des États-Unis, et que c'est ce que ses propres alliés rapportent, en public, dans des podcasts. Mike Johnson, le speaker républicain de la Chambre, MAGA jusqu'au bout, a lui-même dû aller voir Trump pour lui demander de retirer sa publication Le représentant en Jésus. Trump l'a retiré. Johnson a déclaré « Il a fait preuve d'un grand respect envers les autres membres en la supprimant. Ce n'est pas de l'admiration, c'est de la gestion de crise. » Et quand les journalistes lui ont demandé ce qu'il pensait de la déclaration de Trump voulant anéantir la civilisation iranienne, Mike Johnson a répondu « Pas de commentaire. » Concrètement, pour vous, quand le camp républicain lui-même refuse de défendre publiquement les déclarations du président, quand son propre speaker gère ses tweets comme un attaché de presse gère un client difficile, ce n'est plus de l'opposition partisane qui parle, c'est autre chose. Annonce numéro 3. J.D. Vance et le langage codé. Voici le détail que presque personne n'a mis en lien avec ce qui précède. Et pourtant, il change tout. J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, a fait quelque chose de très particulier ces derniers jours. D'un côté, il continue d'alimenter la paranoïa de Trump en répétant publiquement que ceux qui veulent tuer Donald Trump cherchent à accéder au pouvoir politique. Il nomme des ennemis. Il entretient un sentiment d'urgence autour de la personne physique du président. Mais de l'autre côté, et c'est là que ça devient révélateur, Vance s'adresse directement aux jeunes électeurs en leur disant « Je sais que beaucoup de jeunes n'apprécient pas notre politique au Moyen-Orient. Reprenez le contrôle de votre pays. Reprenez le contrôle de votre pays. » C'est lui qui dit ça, le vice-président. À des jeunes qui soutiennent l'administration. « Mec, vous êtes le gouvernement. Trump, c'est le gouvernement. Vous êtes littéralement au pouvoir en ce moment. » Alors à qui s'adresse-t-il vraiment quand il dit « Reprenez le contrôle » ? Je vous laisse réfléchir à ça. Ce que les données montrent, c'est un vice-président qui prend ses distances rhétoriques de façon très mesurée. Il ne critique pas Trump directement, jamais. Mais il valide l'insatisfaction des jeunes sur la guerre. Il leur dit que leur voix compte. Il leur dit de s'impliquer. Et il dit tout ça dans un contexte où Trump décline. Cognitivement, selon ses propres alliés, selon les médecins qui observent ses comportements publics, selon le projet de loi qui vient d'être déposé ce matin. AOC, elle, a été plus directe sur les marches du Capitole. Elle a dit « Ce n'est pas seulement une menace de génocide, c'est un crime. Aucun président des États-Unis n'est autorisé par la Constitution à faire la guerre sans l'autorisation du Congrès. » Et elle a ajouté « Personnellement, je pense que c'est un motif de destitution. » Voilà où on en est. On a 50 représentants qui déposent un texte sur le 25e amendement. Un vice-président qui tient un discours qui ressemble de plus en plus à une candidature en préparation. Un speaker républicain qui gère les tweets présidentiels comme un community manager. Et un président qui passe ses nuits à poster et à croire que le Fanta guérit le cancer. Concrètement, pour vous, pour votre quotidien, l'instabilité politique américaine n'est jamais abstraite. Elle se traduit toujours, à un moment ou à un autre, par des effets tangibles.
sur les taux, sur les marchés, sur les alliances militaires qui protègent votre pays. Quand Washington vacille, le monde entier le ressent. Voici les deux chemins qui s'ouvrent maintenant, et je vais vous dire ce que les données suggèrent. Chemin numéro 1. La situation se stabilise. Trump passe ses nuits à tweeter, mais arrive à maintenir le cessez-le-feu avec l'Iran. Une négociation formelle s'engage avant la fin du mois d'avril. Le projet de loi sur le 25e amendement reste bloqué au Congrès faute de soutien républicain. Et Vance continue de jouer son rôle de vice-président discipliné. Dans ce scénario, l'onde de choc reste politique et symbolique. Les marchés absorbent le bruit, on passe à autre chose. Pour que ça arrive, il faudrait que Trump arrête de se contredire publiquement entre midi et minuit. Il faudrait que les Iraniens cessent leur guerre informationnelle. Et il faudrait que pas un seul républicain ne rejoigne l'initiative du 25e amendement. C'est possible, mais au vu de ce qu'on a vu cette semaine, c'est de plus en plus difficile à imaginer. Chemin numéro 2, l'escalade continue. Les tweets nocturnes alimentent une crise de confiance internationale. Le conflit avec l'Iran repart. Le projet de loi sur le 25e obtient quelques soutiens républicains, créant une crise constitutionnelle sans précédent. Et Vance, qui soigne ses arrières depuis plusieurs semaines, se retrouve propulsé dans une position où il va devoir choisir son camp, ouvertement cette fois. Je pense qu'on est davantage sur ce deuxième chemin, non pas parce que je veux que ce soit le cas, mais parce que les comportements que j'observe, les tweets de minuit, les contradictions publiques, les alliances qui bougent, le silence assourdissant des républicains face aux questions directes, ces signaux-là vont tous dans la même direction. Et la direction, elle pointe vers une crise institutionnelle américaine à court terme, pas dans 6 mois. Dans les prochaines semaines. Voilà ce qu'on a aujourd'hui. Un président qui attaque l'OTAN à minuit pendant une guerre, un projet de loi sur le 25e amendement déposé officiellement au Congrès ce matin même, un vice-président qui tient un discours de positionnement qui ressemble de moins en moins à de la loyauté, et un speaker républicain qui gère les publications présidentielles comparant Trump à Jésus comme s'il gérait une crise de relations publiques. La question que personne ne pose encore vraiment, c'est celle-ci. Est-ce que le système institutionnel américain, conçu précisément pour gérer ce genre de situation, va fonctionner comme prévu? Ou est-ce que la polarisation politique va bloquer tous les mécanismes de protection, même face à des signaux aussi clairs? Les prochains jours vont être déterminants. Suivez cette chaîne parce que les développements vont s'accélérer, et je ne veux pas que vous les ratiez. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Parce que ce qui se passe à Washington en ce moment va définir la suite de l'année 2026, et vous avez besoin d'une analyse calme, sourcée, sans partisanerie, pas d'un décryptage émotionnel. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez vraiment que Trump finit ce mandat ou quelque chose va se passer avant? Deuxièmement, est-ce que vous sentez déjà les effets de cette instabilité américaine dans votre quotidien, dans vos factures, dans votre emploi, dans votre environnement économique? Et troisièmement, selon vous, J.D. Vance prépare-t-il sa propre ascension ou est-il sincèrement loyal à Trump? Je lis tous les commentaires. Justine.